Le gouvernement a aussi un autre rendez-vous important dans les semaines qui viennent. Il s'agit du Grenelle de l'environnement qui réunira tous les acteurs de ce domaine. L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, ou la nature du capitalisme forcément, et la gestion des problèmes écologiques. Donc si on se réfère à l'étymologie, d'abord à la définition, on constate d'emblée une antinomie, une opposition dans les termes. L'écologie, au sens large, c'est la gestion des écosystèmes dont les équilibres se sont ajustés finement au cours des millénaires. Et l'écologie ne peut donc se concevoir que sur le long terme, forcément. Pour régénérer une forêt, un lac, pour qu'un arbre parvienne à la maturité, pour qu'un sol se reconstitue son humus, il faut des dizaines d'années, voire un siècle, voire 2 siècles. Donc l'écologie, c'est forcément sur le long terme. Or, le capitalisme, au contraire, c'est la recherche de l'accumulation du profit maximum. Il ne peut donc opérer que sur le court terme. Donc, ça veut dire qu'il y a un télescopage entre le temps géologique et le temps industriel, parce qu'on épuise effectivement, en 3 siècles à peu près, les ressources fossiles que la nature a accumulées en plusieurs millions d'années. Donc, l'économie capitaliste, et donc le système politique qui l'accompagne, ne peuvent absolument pas intégrer effectivement les intérêts écologiques, c'est-à-dire les intérêts des générations futures. Dans ce laboratoire boursier quasi confidentiel, 2 jeunes agents de change s'initient à une nouvelle pratique. Ils jonglent avec les cheminées d'usine et les pots d'échappement, comme d'autres négocient des paquets d'actions Microsoft ou Nestlé. Le marché de l'air pollué est en rodage avec la tonne CO2 comme marchandise et les crédits d'émission comme monnaie d'échange. Alors, le capitalisme est un système qui repose, je dirais, de façon essentielle sur l'idée de croissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de capitalisme sans croissance. Cependant, sortir du capitalisme, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on l'a vu effectivement avec les expériences du socialisme réellement existant, etc. Il faut développer en même temps une critique de toutes les formes de productivisme et aussi une critique du type de pouvoir qui existe dans la société. Mais bien évidemment qu'il faut sortir du capitalisme. C'est comme si on enfonçait une porte ouverte. Ça va de soi. Ça va de soi qu'il faut changer les rapports de production. Cela étant, qu'est-ce que ça veut dire sortir du capitalisme ? Nous venons précisément de sortir d'une expérience malheureuse de sortie du capitalisme. Ça a pris 70 ans. On s'est aperçu qu'on avait supprimé la propriété privée des moyens de production, mais on n'avait sûrement pas supprimé l'économie de croissance avec ses effets dramatiques sur l'environnement et même sur les inégalités sociales. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre. L'empreinte écologique, c'est un instrument qui mesure le poids de notre mode de vie, donc de notre façon de produire et de consommer sur la planète. Donc la planète, elle est limitée, elle représente 51 milliards d'hectares, mais tous ces hectares ne sont pas également productifs. Le fond des océans ne peut guère servir qu'à mettre les déchets nucléaires. Le sommet des montagnes a jeté les canettes de bière des alpinistes. Donc, alors on a calculé par un certain nombre de coefficients que l'espace bioproductif disponible était de 12 milliards d'hectares. Comme nous sommes 6 milliards et demi, ça nous donne 1,8 hectare par personne, donc d'espace bioproductif soutenable. Et comme je l'ai dit, d'ores et déjà, nous consommons environ 2,3 hectares. Mais nous, Français, par exemple, nous consommons 5,8 hectares. Ça veut dire que si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait au minimum 3 planètes. Autrement dit, l'empreinte écologique des Burkinabés est d'environ 0,1 hectare. C'est-à-dire que si tout le monde vivait comme les Burkinabés, on aurait besoin d'un dixième de planète et la planète pourrait supporter 23 milliards d'habitants. À l'inverse, si tout le monde consommait comme les Australiens, il faudrait éliminer les 9 dixièmes de la population mondiale parce qu'au-delà de 600 millions, on serait obligé de fermer la porte. L'eau recouvre 70% de la surface terrestre, mais seulement 3% n'est pas salée, donc utilisable à l'état brut. Cette petite quantité d'eau douce est souvent gaspillée. Un Américain consomme 600 litres par jour, un Européen 300, un Africain à peine 20. Il y a déjà plusieurs années, Coca-Cola avait été obligé de fermer l'une de ses nombreuses usines d'embouteillage en Inde. À l'époque, des milliers d'Indiens avaient manifesté pendant des mois car la multinationale pompait chaque jour 1,5 million de litres d'eau du sol indien pour remplir ses bouteilles. Mais la politique de Coca-Cola ne semble pas avoir changé depuis.
Tout autour des autres sites de production, les puits des paysans et des villages continuent à se tarir. Au lieu d'apporter le progrès aux Indiens, Coca-Cola les oblige donc à lutter pour survivre et la classe politique ne semble pas s'en préoccuper. C'est pourquoi la population rurale se mobilise à nouveau. Sa marche contre Coca-Cola vise en fait toutes les entreprises qui, centrées sur leurs propres intérêts, exploitent les ressources des pays émergents. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pouvons plus continuer à détruire notre planète. Nous ne pouvons plus continuer de sacrifier le bien-être des générations futures aux excès des générations d'aujourd'hui. Le dérèglement climatique risque de nous coûter très cher. D'après Stern, ses conséquences économiques pourraient être plus graves que celles des 2 guerres mondiales. Or, pour éviter la catastrophe, il suffirait de sacrifier 1% du PIB mondial. En chiffres, 275 milliards d'euros doivent être immédiatement investis dans la protection de l'environnement, sans quoi les dégâts pourraient s'élever à 5500 milliards d'euros, 20 fois le budget de la France. Aujourd'hui, on est sur une planète qui est finie, dont les ressources sont finies, et que si on veut continuer ce développement exponentiel, on va droit dans le mur. Je veux être le président d'une France qui préparera l'avènement d'une société de modération au lieu et place de la société de l'excès. Ça, c'est de la démagogie. Je veux qu'on laisse les gens travailler s'ils ont envie de gagner davantage. On va encourager les gens qui veulent travailler plus pour gagner plus. De gagner plus en travaillant davantage. Moi, je proposerais aux Français de gagner davantage en leur permettant de travailler davantage. Et il est temps qu'en France, quand on travaille plus, on puisse gagner davantage. Ce qu'il faut dire effectivement, c'est que dans un premier temps, les responsables politiques et les responsables économiques, avec les relais des grands médias bien entendu, ont d'abord nié l'évidence. On a nié les problèmes écologiques. Maintenant, ils sont devenus d'une telle acuité, d'une telle gravité qu'on ne peut plus les nier. Par conséquent, et pour les hommes politiques, puisqu'on ne peut plus nier un problème, et il s'agit de le récupérer, tout simplement, quoi. Et donc, la récupération consiste en une notion qu'on appelle le développement durable. C'est une notion qui a été mise en évidence, on dira, en 72, à la conférence mondiale de Stockholm. Et la définition du développement durable, c'est en fait un développement donc un développement des sociétés qui permet aux sociétés actuelles de répondre à leurs besoins sans compromettre les besoins des générations futures. Ce qui en soi n'est pas une aberration, mais ce qui dans les faits ne veut strictement rien dire, n'engage à rien, quoi. Le développement durable n'est pas chiffrable par définition, contrairement à la décroissance qui là est une inversion des courbes et donc là, qui est mathématiquement, on peut dire, démontrable. Et donc cette notion de développement durable, en fait, c'est un habillage. C'est un habillage tout simplement. Il faut savoir que par exemple Corinne Lepage, qui a été ministre de l'Environnement, avait dit, alors je ne me souviens plus en quelle année, mais peu importe, aux premières assises nationales du développement durable, avait dit il n'est pas question de mettre en cause le principe de l'économie libérale. Donc c'était déjà clair, quoi. Le cadre était fixé. Il s'agissait pas de remettre en cause le système libéral et capitaliste de la propriété privée des moyens de production. Excuse-moi, si je comprends bien, ça veut dire qu'il n'est pas question de remettre en cause la principale cause de l'essoufflement au niveau de la planète. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire, effectivement, c'est qu'on confie au marché la responsabilité de résoudre un problème que le marché lui-même a créé, ce qui est quand même extraordinaire, quoi. Un économiste aussi, Michel Beau, avait parlé, lui, de capitalisme vert. Effectivement, je crois que c'est de cela dont il s'agit. C'est d'un habillage du capitalisme, c'est-à-dire il s'agit simplement de s'attaquer aux effets les plus flagrants, les plus scandaleux du capitalisme au plan écologique. On ne parle pas du plan humain. Et effectivement, le bilan humain de 50 ans de capitalisme, oui, effectivement, il y aurait beaucoup à dire. Là, on va se cantonner aujourd'hui donc uniquement aux problèmes écologiques qui sont déjà extrêmement graves, qu'il s'agisse des changements climatiques, qu'il s'agisse de la disparition de l'eau douce, qu'il s'agisse de la déforestation, de la dégradation des sols, c'est-à-dire de la remise en cause de la capacité de l'humanité à se nourrir elle-même, qu'il s'agisse de la pollution chimique, qu'il s'agisse de la pollution nucléaire, qu'il s'agisse de l'accumulation des déchets, qu'il s'agisse de l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Le bilan écologique est effectivement catastrophique depuis un demi-siècle. Ça, on le sait. Même des auteurs qui ne sont pas forcément révolutionnaires, on pense à Hubert Reeves, on pense à Jacques Testard, à Albert Jacquard, ils disent en substance, si on comprend leur message, dans un demi-siècle, personne n'est capable de dire quelles sont les conditions de vie sur la planète.
tous ceux